Friedrich Nietzsche était un célèbre philosophe allemand du XIXe siècle, connu pour ses idées profondes et provocatrices sur divers aspects de l'existence humaine. L'un des éléments fondamentaux de sa philosophie était la théorie existentialiste, qui met l'accent sur l'existence de l'individu en tant qu'agent libre et responsable, déterminant son propre développement par des actes de volonté. Nietzsche est l'auteur de plusieurs ouvrages influents, notamment Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà le bien et le mal, et Le gai savoir. Dans ses écrits, Nietzsche aborde des concepts tels que la volonté de puissance, le surhomme et l'éternel retour. Il encourage les individus à remettre en question les normes sociales et à cultiver leurs propres valeurs, affirmant que le véritable épanouissement vient de l'acceptation de son individualité unique et du dépassement des limites que l'on s'impose. En ce qui concerne la peur, Nietzsche suggère qu'elle peut entraver notre croissance et notre potentiel. Il affirme que la peur naît souvent d'un sentiment d'impuissance ou d'une résistance à l'inconnu. En effet, il nous met au défi d'affronter nos peurs de front, en les considérant comme des opportunités de transformation personnelle. Il croyait qu'en acceptant nos peurs et en les transcendant, nous pouvons libérer notre force intérieure et atteindre la maîtrise de soi. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous explorons 4 façons de surmonter vos peurs inspirées de la philosophie de Friedrich Nietzsche. Changez votre point de vue sur la peur. Nietzsche a dit « La peur est la mère de la moralité ». Dans cette citation, Nietzsche souligne l'impact significatif de la peur sur les décisions morales des gens. Il pense que la peur d'une punition ou d'une conséquence, qu'elle soit sociale, religieuse ou personnelle, conduit les individus à suivre certaines règles morales et à se comporter d'une manière spécifique. Cette peur des conséquences peut façonner les valeurs morales des individus et des sociétés entières. Nietzsche relie l'influence de la peur sur les valeurs morales à 2 cadres moraux opposés, la morale de l'esclave et la morale du maître. Selon Nietzsche, la morale des esclaves se caractérise par les valeurs des opprimés et des faibles, mettant l'accent sur des vertus telles que l'humilité, la douceur et l'obéissance. En revanche, la morale des maîtres représente les valeurs des forts et des puissants, valorisant des traits tels que la force, l'assurance et les capacités. Dans le contexte de la morale des esclaves, la peur peut être considérée comme une réaction enracinée dans un sentiment d'impuissance et de vulnérabilité. On l'associe souvent à la peur de la punition, du jugement ou de la perte de contrôle. Dans cette perspective, les individus peuvent adopter une attitude de soumission ou d'évitement, laissant la peur dicter leurs actions et limiter leur potentiel. Cependant, Nietzsche veut que nous changions notre façon de penser la peur. Selon Nietzsche, la peur ne vient pas toujours des événements eux-mêmes, mais de la façon dont nous les voyons et les comprenons. Il nous suggère donc de remettre en question nos opinions et de réfléchir sérieusement à la validité de nos peurs. En procédant ainsi, Nietzsche pense que nous pouvons surmonter les limites du sentiment de faiblesse ou de soumission, comme dans la morale de l'esclave. Au lieu de cela, nous pouvons être plus confiants et courageux, comme dans la morale des maîtres. Nous pouvons voir la peur comme une chance de grandir et d'apprendre sur nous-mêmes. Au lieu de fuir les défis, nous pouvons affronter nos peurs et les utiliser pour nous motiver à devenir meilleurs et plus forts. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple, imaginez une personne qui a une peur profonde de parler en public. Chaque fois qu'elle est confrontée à la perspective de parler devant un public, elle ressent une anxiété intense et un fort désir d'éviter complètement la situation. De son point de vue, parler en public est une source d'immense peur et d'embarras potentiel. Cependant, Nietzsche encourageait cette personne à remettre en question sa perception de la prise de parole en public et à examiner les fondements de ses peurs. Elle pourrait se demander, qu'est-ce qui, dans la prise de parole en public, génère la peur ? La peur est-elle fondée sur une évaluation rationnelle de la situation ou est-elle influencée par des insécurités personnelles ou des attentes sociétales ? Grâce à l'introspection et à l'introspection, l'individu peut découvrir que sa peur provient de la crainte d'être jugé, de faire des erreurs ou de ne pas être à la hauteur des attentes. À mesure que l'individu continue de remettre en question sa vision de la prise de parole en public, il peut se rendre compte que ses craintes initiales étaient exagérées ou fondées sur des hypothèses infondées. Nietzsche l'encourage à remettre en question ses interprétations et à recadrer sa compréhension de la prise de parole en public. Il pourrait considérer que cela leur offre l'occasion de s'exprimer, de partager des idées précieuses et de nouer des liens avec les autres. Nietzsche leur conseillerait alors d'affronter leurs peurs et d'accepter l'inconfort. Il pourrait commencer par de petites étapes, comme parler devant des amis qui les soutiennent ou rejoindre un groupe de prise de parole en public, en renforçant progressivement leur confiance et en élargissant leur zone de confort. Il pourrait découvrir des forces cachées, développer des compétences de communication efficaces et vivre une transformation personnelle. Nietzsche y verrait un exemple de changement de perspective face à la peur et d'exploitation de son potentiel transformateur. Grâce à l'introspection et à la confrontation active de nos peurs, nous avons la possibilité de transcender nos limites et de grandir. 2. Surmontez-vous comme l'a dit un jour Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Au cœur de sa philosophie se trouve le concept de volonté de puissance.
Nietzsche croyait que le désir de pouvoir et d'affirmation de soi est la pulsion fondamentale de tous les êtres vivants. La volonté de puissance désigne la volonté intérieure des individus de rechercher la maîtrise, d'influencer le monde et de surmonter les défis. C'est comme une force dynamique qui pousse les individus à grandir et à s'exprimer de différentes manières. Nietzsche pensait que cette impulsion était ce qui motivait les actions humaines, les ambitions et même la façon dont la culture et les sociétés se développaient. Nietzsche encourageait les gens à relever des défis et à repousser leurs limites pour mettre en pratique la volonté de puissance. En affrontant et en surmontant les difficultés, les individus peuvent devenir plus forts, améliorer leurs capacités et s'épanouir personnellement. Il voulait que les gens sortent de leur zone de confort, remettent en question les normes et les valeurs traditionnelles et créent leur propre chemin de vie. Imaginons une personne qui a peur d'être vulnérable et qui a du mal à nouer des liens étroits avec les autres. Pour mettre en pratique la volonté de puissance dans cette situation, elle peut prendre des mesures pour affronter sa peur et construire des relations significatives. Tout d'abord, ils peuvent réfléchir aux raisons de leur peur et à son origine. Il peut être utile de comprendre les raisons de leur peur. Ensuite, ils peuvent commencer à s'ouvrir petit à petit et à partager leurs pensées et leurs sentiments avec des personnes en qui ils ont confiance, comme des amis ou des membres de leur famille. En faisant de petits pas pour être plus ouverts, vous pouvez les aider à établir la confiance et à créer un espace sûr pour la vulnérabilité. Ils peuvent également s'efforcer d'être de bons auditeurs et de comprendre ce que les autres ressentent. En se souciant véritablement de ce que les autres ont à dire, ils peuvent créer un lien fort. Il peut également être utile de trouver des activités ou des groupes qui peuvent partager ses intérêts. S'engager dans des activités qui plaisent à des personnes partageant les mêmes idées peut conduire à des relations plus solides. Pour mettre en pratique la volonté de puissance dans les relations, on peut également essayer d'avoir des conversations difficiles et d'aborder les problèmes directement. En parlant ouvertement de leurs sentiments et en écoutant le point de vue de l'autre personne, ils peuvent développer une meilleure compréhension et une meilleure confiance. En continuant à affronter leur peur de la vulnérabilité et en travaillant à construire des relations significatives, ils peuvent grandir en tant que personnes et nouer des liens profonds avec les autres. Au fil du temps, leur capacité à aimer, à faire confiance et à être proche des gens deviendra plus forte. Une façon de mettre en pratique la volonté de puissance est de se fixer des objectifs ambitieux et de travailler activement à leur réalisation. En nous forçant à réaliser ce qui peut sembler au premier abord intimidant, voire impossible, nous puisons dans notre force intérieure et notre détermination. Il est important de noter que le concept de volonté de puissance de Nietzsche n'implique pas une quête impitoyable de domination sur les autres. Il met plutôt l'accent sur la maîtrise de soi, la réalisation de soi et la poursuite du potentiel individuel. Nietzsche croyait que la vraie force réside dans le dépassement de soi et l'atteinte de l'excellence personnelle plutôt que dans la recherche du pouvoir sur les autres. 3. Défier la mentalité grégaire. Selon Nietzsche, la folie est rare chez les individus, mais dans les groupes, les partis, les nations et les époques, elle est la règle. Dans cette citation, Nietzsche exprime son observation selon laquelle, bien que la folie individuelle puisse être rare, lorsque les gens se rassemblent en groupe, il existe une tendance à ce que certains comportements ou croyances irrationnelles prévalent. Il critique la mentalité collective, impliquant que les groupes présentent souvent une mentalité de troupeau, où les individus se conforment aux croyances, opinions ou actions du groupe sans les remettre en question de manière critique. Nietzsche dit que lorsque les gens suivent simplement ce que tout le monde pense sans vraiment penser par eux-mêmes, ils peuvent se retrouver piégés dans une mentalité de troupeau. Cela signifie qu'ils agissent comme tout le monde dans le groupe, sans être fidèles à eux-mêmes. Ils le font parce qu'ils ont peur d'être mis à l'écart ou détestés par le groupe. Nietzsche pense que cette mentalité grégaire, bien qu'elle apporte de la sécurité au sein d'un groupe, empêche les gens d'être uniques et d'atteindre leur plein potentiel. Ils abandonnent leurs propres idées et désirs pour s'intégrer au groupe. Cela conduit tout le monde à être moyen et à ne rien faire de nouveau ou d'excitant. Pour se libérer de la mentalité grégaire, Nietzsche dit que les gens doivent être courageux et suivre leurs propres valeurs et ambitions. Ils devraient remettre en question ce que les autres croient, penser par eux-mêmes et suivre leur propre chemin. Il pense que même si cela peut être difficile et que certaines personnes peuvent ne pas l'apprécier, être fidèle à soi-même en vaut la peine au final. Cela vous permet d'être le meilleur et le plus authentique possible, ce qui peut conduire à de grandes réalisations et à une croissance personnelle. Prenons l'exemple de Rosa Parks, une militante afro-américaine des droits civiques, dont les actions ont remis en cause la mentalité grégaire et les normes sociétales de ségrégation raciale aux États-Unis. Dans les années 1950, la ségrégation raciale était profondément ancrée dans la société américaine, en particulier dans les États du Sud. Les Afro-Américains étaient soumis à des lois discriminatoires qui imposaient des installations séparées pour les citoyens noirs et blancs, notamment des sièges séparés dans les bus. Ces lois ont été soutenues par la majorité et la pression sociale a imposé aux Afro-Américains de se conformer à ces normes. Courageusement, Rosa a défié cette norme en refusant de céder sa place à un passager blanc dans le bus le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama.
son acte de désobéissance civile a déclenché le boycott des bus de Montgomery, un événement crucial dans le mouvement des droits civiques. Rosa Parks rejeta la mentalité grégaire qui prévalait et devint une icône de la résistance contre l'oppression raciale. Ses actions et le boycott qui s'ensuivit mirent en lumière l'injustice de la ségrégation, incitant d'autres personnes à remettre en question et à remettre en cause les normes sociales en vigueur. Nietzsche considérait Rosa Parks comme une personne exceptionnelle qui refusait de se conformer à l'instinct grégaire, motivée par la peur et le désir d'être acceptée. En affirmant son individualité et en refusant de se rendre complice de la perpétuation de la ségrégation, elle a illustré la croyance de Nietzsche selon laquelle il est important d'assumer ses propres valeurs et ambitions. En vous inspirant de l'exemple emblématique de Parks, vous pouvez affronter la mentalité grégaire en reconnaissant l'importance de vos propres valeurs et ambitions. Comprenez ce qui compte vraiment pour vous et ce que vous représentez. Cette conscience de soi constitue la base de l'affirmation de votre individualité. Commencez à remettre en question les normes et les hypothèses dominantes. N'acceptez pas les choses aveuglément ou simplement parce que tout le monde le fait. Posez des questions critiques, recherchez des perspectives alternatives et soyez ouverts à l'exploration de nouvelles idées. Rompre avec le troupeau demande du courage. Reconnaissez qu'aller à contre-courant peut entraîner des critiques ou un rejet, mais comprenez que rester fidèle à vous-même vaut la peine de prendre ce risque. Trouvez la force dans vos convictions et soyez prêts à défendre vos convictions. Recherchez des personnes qui partagent vos idées et qui apprécient et respectent votre individualité. Construisez un réseau d'amis, de mentors ou de communautés qui vous soutiennent et vous fournissent des commentaires constructifs. En vivant de manière authentique et en acceptant votre individualité, vous pouvez inspirer les autres à faire de même. Vos actions peuvent servir de catalyseur pour un changement positif et encourager les autres à remettre en question la mentalité grégaire. Acceptez votre destin. Dans notre dernière citation de Nietzsche pour cette vidéo, il dit Amor fati, aimez votre destin, qui est en fait votre vie. La vie de Nietzsche a été marquée par une multitude de maux physiques et mentaux, notamment des problèmes digestifs, une vision troublée et des problèmes de santé mentale. Il a culminé dans une dépression totale à Turin à l'âge de 44 ans, dont il ne s'est jamais complètement remis. Cependant, Nietzsche ne considérait pas ces afflictions comme des facteurs limitants. Au contraire, il acceptait les circonstances et s'en inspirait pour créer certaines de ses œuvres les plus brillantes. Malgré les obstacles physiques et mentaux auxquels il était confronté, l'acceptation et l'amour de Nietzsche pour son destin, englobant à la fois des aspects positifs et négatifs, ont alimenté sa capacité à libérer tout son potentiel en tant que philosophe, penseur et écrivain. Au cœur de sa philosophie se trouve le concept des amor fati, ou l'amour du destin. Ce concept profond recèle une sagesse inestimable pour surmonter la peur et vivre sans peur. Il invite les individus à embrasser de tout cœur chaque aspect de leur vie, y compris les événements favorables et défavorables, avec amour et acceptation. Prenons l'exemple d'un musicien passionné et engagé dans son métier, qui consacre sa vie à créer de la musique et à poursuivre une carrière réussie. Au cours de ce voyage, il rencontre inévitablement des obstacles tels que des refus de maisons de disques, des performances infructueuses et des déceptions dans son développement artistique. Au début, ces obstacles peuvent susciter la peur et le doute, amenant le musicien à remettre en question ses capacités et à envisager d'abandonner ses aspirations musicales. Mais plutôt que de succomber à la négativité, ce musicien choisit d'adopter la philosophie d'Amor fati. Il comprend que pour s'épanouir et grandir en tant qu'artiste, il doit changer de perspective. Il ne considère pas les échecs comme des obstacles insurmontables, mais comme de précieuses opportunités d'apprentissage qui lui apportent sagesse et résilience. À travers Amor fati, le musicien reconnaît que chaque échec contribue à sa croissance personnelle et artistique. Au lieu de s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, il se concentre sur l'amélioration de ses compétences musicales, le perfectionnement de son processus créatif et l'adaptation de son approche. Avec un état d'esprit sans peur fermement ancré, ce musicien refuse de laisser la peur de l'échec entraver son parcours. Il considère les échecs comme des aspects inhérents au cheminement artistique, sachant que ces échecs ne définissent pas leur valeur ou leur potentiel. Ils avancent avec résilience et détermination, sans se laisser décourager par la peur. En appliquant les principes des Amor fati, la trajectoire musicale du musicien prend une nouvelle dimension. Il découvre la force, la résilience et la détermination face à l'adversité. Chaque échec rencontré devient une opportunité de croissance et sert à les rendre plus forts et plus courageux. Ils deviennent les architectes de leur propre succès musical, exploitant le pouvoir de leur destin pour stimuler leur croissance personnelle et artistique et exprimant leur voix unique au monde à travers leur musique. Le chemin de la vie n'est pas un chemin linéaire dénué de défis. Il nous confronte à des tests qui évaluent nos capacités, notre tempérament et notre patience. Nier cette réalité revient à nier la vie elle-même. De même que le fait de retirer l'oxygène de l'eau altère son essence, le fait de retirer les hauts et les bas de la vie la rend incomplète.
Il est donc essentiel d'embrasser la vie dans son intégralité, y compris les bons comme les mauvais côtés. Paradoxalement, la présence de difficultés renforce notre appréciation des bons moments, favorise la gratitude et nous empêche de considérer les bénédictions comme acquises. Parfois, ce qui semble défavorable au premier abord peut en fait être une opportunité déguisée de croissance et de transformation. En adoptant la philosophie de Amor Fati, nous reconnaissons que notre destin n'est pas quelque chose à craindre ou à laquelle il faut résister, mais une force qui peut nous propulser vers notre plein potentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète de philosophie de vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.